Que ce soit sur mon propre témoignage ou ceux d'amis proches qui ont vécu des comas artificiels que j'ai rencontrés via le biais des réseaux sociaux, on entend vraiment ce qui se passe. Ouais. Moi, j'aime bien dire qu'on vacille un petit peu quand on est dans le coma entre deux réalités. Celle de mes parents qui sont en train de me parler dans ma chambre d'hôpital. L'autre réalité, pour moi, c'était celle de l'ordre du rêve, en fait. Des drogues qu'on injecte à l'hôpital, des médicaments et qui ont un côté hallucinogène. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Et mon invité s'appelle Julie Bourges. Bonjour Julie. Bonjour. C'est Bourges ou Bourgès ? Bourges. Bourges. Vous êtes créatrice de contenu, comme on dit aujourd'hui, entrepreneuse. Vous exercez les 10 métiers en un. Ouais, c'est un peu ça. C'est bien décrit. C'est ça, l'entrepreneuse aujourd'hui, c'est celle qui fait tout. Voilà, c'est un métier passion aussi un petit peu. Vous deviez faire une école de commerce et vous ne l'avez pas faite. Exactement. Je devais faire l'EDEC sur la Côte d'Azur à Nice. Et je ne l'ai pas faite. Ouais, vous avez renoncé à votre rêve de... Enfin, suivre les traces de votre papa d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, mais finalement, je le touche de très près aujourd'hui sans passer par l'école de commerce, ce qui est pas si mal. On vous connaît également sous le pseudo de 12 février sur Instagram. Comment votre compte Instagram est-il né ? Alors après l'accident que j'ai eu il y a 10 ans, maintenant quasiment jour pour jour, le 12 février 2013, j'ai été brûlée sur 40% du corps et j'ai fait le choix d'ouvrir ce compte Instagram pour libérer ma voix et pour essayer de comprendre le regard des gens sur mon corps aussi. C'était à quel moment que vous avez décidé de l'ouvrir ? C'était longtemps après ou... Bien 2-3 ans quand même après. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier livre qui s'appelle « Chaque jour compte » aux éditions Marabout. À quel genre votre livre appartient-il ? Je crois pas qu'il ait vraiment de genre. Finalement. Je crois que c'est un livre qu'on peut s'offrir ou offrir à quiconque ait besoin de se retrouver. Alors, à la fois un livre de développement personnel, oui, un livre sous forme d'agenda. Ouais, en tout cas, un accompagnement quotidien d'1 an, à partir de quand on le décide. Il n'est pas vraiment antidaté. Mais c'est l'agenda de l'année, en fait, hein, en gros. C'est un peu ça. Voilà, on ouvre une page tous les jours et ça nous donne une inspiration, l'inspiration du moment. Un livre, dites-vous, c'est donner un bout de ce que l'on est à cet instant et qu'on ne sera plus jamais ensuite. Oui. Ça vous a parlé ? Ouais. C'est quoi ? C'est finalement, en fait, c'est pas figé. En fait, c'est pas figé. C'est pas pour toujours. Je pense qu'on l'écrit au moment où on se sent comme on est, à l'heure où on l'écrit. Et en fait, là, si je devais, je pense déjà le relire et j'aurais envie de changer déjà peut-être certaines choses. C'est à ça que je pensais, à dire que finalement, maintenant, vous feriez pas du tout le même livre. Je le ferais différemment encore. Votre histoire commence le 12 février 2013. C'était le jour du carnaval au lycée. Hein. Ouais. Et donc, avec votre meilleur ami, vous décidez de participer et de vous faire des costumes de moutons. C'est original, c'est des costumes. C'est original. Ouais. On avait un copain qui faisait le berger. On s'était dit que c'était chouette de faire les animaux à côté. Et malheureusement, on ne le savait pas encore, mais ce costume était inflammable parce qu'on l'avait fait à la main. D'accord. On avait collé du scotch double face sur du jean, sur lequel on avait mis des boules de coton. Donc on avait fait ça sur le bas, sur le haut du corps et sur la tête aussi avec un bonnet. Et en fumant en fait la dernière cigarette de la journée, ce qui est assez spécial parce qu'en fait toute la journée que j'ai passée au lycée, je l'ai passée à fumer des cigarettes avec mes amis, peut-être même à frôler des cigarettes et allumer. Et c'est cette dernière cigarette avant de remonter chez moi qui a fait basculer ma vie. Ouais, vous vouliez juste être et remporter le concours du plus beau déguisement, en fait. C'était ça l'idée. C'est ça ce jour-là. Et là, votre costume prend feu. Quels ont été vos réflexes quand vous vous êtes rendu compte finalement que votre costume s'enflammait ? Mon réflexe a été de me lever et de courir, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur réflexe parce que le vent attise le feu. Mais je pense que c'est le côté humain de vouloir fuir le danger qu'on traverse. Donc je me suis mise à courir. Peu de temps après, je me suis roulée par terre. J'ai mon amie qui était avec moi qui a essayé de me porter secours en m'enroulant dans sa veste mais qui s'est elle-même brûlé le bras. Donc en fait, je suis vraiment devenue prisonnière des flammes sans pouvoir ôter ce costume. Et vous aviez une petite voix, racontez-vous, qui disait reste en vie, reste en vie. Mais est-ce que vous avez compris ce qui vous arrivait en fait ? Je pense que j'étais portée par l'adrénaline d'une part. Cette voix, oui, qui me dit de rester en vie. Je pense que je réalise un petit peu plus la gravité de ce qui est en train de m'arriver, parce que ça se joue quand même en une fraction de seconde, au moment où les flammes montent à ma gorge et que j'arrive plus à appeler à l'aide et à appeler au secours. Qui était la partie qui était à nu, hein, ouais. C'est ce que vous expliquez finalement. Je sais pas si c'est l'inhalation de la fumée ou si c'est la chaleur des flammes qui faisait que, mais quand j'ai été privée de ma voix à ce moment-là, je me suis dit que c'était grave. Et vous expliquez que vous n'avez pas perdu connaissance, hein ? Non, je me rappelle de pas tout. À ce moment-là. En fait, on m'a
On m'a forcé à perdre connaissance. On vous a plongé dans le coma pendant quelques temps. Et vous avez une idée qui vous obsède à ce moment-là, c'est de dire mes parents vont apprendre que je fume. Je suis très insouciante. Je suis une adolescente, j'ai 16 ans. Mes parents ne savent pas que je fume au lycée avec mes amis. Et ma seule crainte à ce moment-là, c'est de me faire tuer par mes parents. Il y a quelqu'un qui vous a arrosé? Enfin, comment est-ce que le feu a été éteint? C'est ça, c'est justement en criant au secours et en appelant à l'aide avec mon ami qui était avec moi à ce moment-là. On a une voisine qui nous a entendus, qui a fini par nous entendre et qui a arrosé les restes du costume qui était encore en flammes. Et donc elle a aussi découpé le costume et entre-temps, mon ami a appelé les pompiers, a appelé mes parents et s'en sont suivis les premiers soins. Parce que la bonne idée, c'est pas de vouloir enlever le costume, c'est ce que vous expliquez aussi. Ouais. Ça peut arracher en tout cas, si quelqu'un subit un accident et qui nous écoute, ne surtout pas arracher les vêtements s'il colle à la peau parce que ça peut être encore plus grave. Vous êtes transporté et vous êtes donc plongé dans le coma pendant 3 mois. 3 mois. Ouais. Alors ça aurait pas dû durer autant de temps. Normalement, dans le processus de guérison d'un grand brûlé, dans le processus cicatriciel aussi, on va dire qu'on plonge la personne dans le coma artificiel pendant 3 semaines à 1 mois. Et en fait, ce qui s'est passé pour ma part, c'est que j'ai eu pas mal de complications, notamment des fièvres à 43 degrés, avec un pronostic vital qui est resté engagé pendant 3 mois. Donc on pouvait pas m'en sortir. Comment vous vous réveillez ? Je me réveille. Le premier truc que je fais quand je me réveille, c'est que j'essaye, tant bien que mal, parce que je peux pas parler, j'ai une trachéo. En fait, je suis sondée vraiment et bandée de la tête aux pieds. Mais je demande, comme je peux, un miroir, parce que j'ai besoin de comprendre ce à quoi je ressemble. Mais vous comprenez où vous êtes Alors, j'ai pas de notion de temporalité, donc je sais pas combien de temps c'est vraiment écoulé entre le moment de l'accident et au moment où je me suis réveillée. D'ailleurs, quand on m'annonce que ça fait 3 mois et qu'on est au mois de mai, alors que pour moi, dans ma tête, je me suis arrêtée au mois de février, c'est très très bizarre. C'est très bizarre. C'est 3 mois de votre vie qui disparaît, du jour au lendemain. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir un papa génial qui a écrit tous les jours pendant 3 mois pour m'expliquer ce qui s'était passé. Ah, il a écrit tout. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a permis de combler un peu le vide. Mais en tout cas, quand je me réveille, je sais ce qui m'est arrivé. Je me rappelle de l'accident comme je vous le raconte. Mais j'ai pas de notion de temps et surtout, je sais pas ce à quoi je ressemble. Et vous dites, alors c'est pour tous ceux qui vont voir tous les jours des proches qui sont dans le coma ou qui les ont à la maison, que vous vous souvenez qu'on vous parlait quand même, parce qu'on se demande toujours quelle est l'utilité de parler à quelqu'un qui est dans le coma. Eh ben allez-y, allez-y et parlez, parce que ce soit sur mon propre témoignage ou ceux d'amis proches qui ont vécu des comas artificiels que j'ai rencontrés via le biais des réseaux sociaux, on entend vraiment ce qui se passe. Mais ça veut dire quoi, on entend ce qui Alors, racontez-nous un petit peu. Ouais. Moi, j'aime bien dire qu'on vacille un petit peu quand on est dans le coma entre 2 réalités. La réalité qui est la nôtre là maintenant, où on parle à la radio, donc qu'on connaît, donc celle de mes parents qui sont en train de me parler dans ma chambre d'hôpital. Et l'autre réalité, pour moi, c'était celle de l'ordre du rêve, en fait. Des drogues qu'on injecte à l'hôpital, des médicaments et qui ont un côté hallucinogène. Ouais. Et du coup, on vacille, en fait, avec ces médicaments et avec la réalité, et on jongle un petit peu entre les deux, ce qui peut donner des trucs un petit peu bizarres. J'ai rêvé que ma mère avait eu un 4e enfant, et quand je me suis réveillée du coma, je lui ai demandé où il était. D'accord. Vous vous réveillez, donc vous finissez par vous voir. Ouais. Bah, c'est très dur. C'est très très dur parce que tout ce que je connaissais de la jeune femme que j'étais avant à 16 ans a complètement disparu dans le reflet de ce miroir. Et puis moi, j'étais quelqu'un de pas très complexé. Je rentrais beaucoup dans les standards. Donc j'étais la petite blonde aux yeux bleus qui avait pas de boutons, pas d'acné. Puis je faisais de la gym, donc j'étais assez bien faite. Enfin, j'avais pas de problème avec mon corps et avec ce que j'étais. Et soudain, dans le reflet de ce miroir, mon corps tout entier devient un complexe. Donc c'est très dur et ça me fait très peur pour l'avenir. Vous expliquez que vous êtes passé d'une ado ultra impulsive et dynamique à une pseudo-enfant incapable de tenir une fourchette pour l'amener à sa bouche. Et voilà, c'est finalement le fait de n'être plus maîtresse de son corps. Dans une période où en plus on est censé se découvrir et s'appréhender à l'adolescence. Donc c'est très dur, ouais. C'est très dur, et puis moi j'aime beaucoup mon autonomie. J'aime beaucoup ma liberté, enfin la pseudo-liberté d'adolescente. Et du coup c'est très dur de repasser à ce stade d'enfant. Être brûlé, écrivez-vous, c'est pour vous en parler. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez. Voilà, vous n'en parlez pas, vous vous rendez compte que finalement, on n'affiche pas
la différence? La différence, elle n'est pas normalisée. Moi, mon plus grand rêve, ça serait que demain, on normalise la différence et que ça soit OK d'être autant en fauteuil qu'amputé, avec du vitiligo, avec des cicatrices. Moi, en tout cas, ce que je remarque à ce moment-là, quand je tape brûlure sur Internet en 2013, je tombe sur des coups de soleil. Donc je me dis... se remettre d'une brûlure. Ouais, évolution. Évolution d'une grave brûlure. Ouais, évolution d'une brûlure. Ouais. Et je me dis, waouh, ça va être très très long parce que je suis très très seule. Et dans ma démarche, justement, d'en parler aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer tant bien que mal de démocratiser mon accident. Mais vous en parlez avec beaucoup de joie de vivre, beaucoup de normalité. On vous reproche jamais ça, de dire que finalement ça donne l'impression que c'est facile de vivre quand on est brûlé? Non, je pense que j'ai assez communiqué sur le fait. En fait, j'essaie de trouver le juste milieu sur mes réseaux sociaux ou même dans le livre entre la vie vaut la peine d'être vécue et je passe au-dessus de cet accident, mais les séquelles, je vis avec chaque jour. Les séquelles qui sont le regard des gens, se protéger du soleil, même avoir bataillé pour trouver des indemnités, faire face à de la discrimination professionnelle, ça c'est des choses que j'ai racontées et qu'on subit en tant que grand brûlé. Mmh. Vous racontez le regard des autres. Ouais. Ça c'est pour tous, là. Quand on croise quelqu'un qui est différent, même si on ne veut pas regarder ou qu'on regarde ailleurs, il y a quelque chose qui qu'est-ce que vous voyez dans le regard des autres, Julie? J'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas interpréter le regard des gens. Peut-être que quelqu'un va me regarder dans la rue parce que même il me trouve jolie. Mais en fait, c'est humain de focaliser aussi sur ses propres complexes. De se dire, la personne me regarde, surtout chez les femmes, la personne me regarde parce que je suis mal habillée ou parce que, je sais pas, parce que j'ai une cicatrice sur le bras ou parce que, je sais pas, j'ai les dents en avant. En fait, c'est humain de focaliser sur le complexe. Donc, on ne peut pas interpréter ce regard-là. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est si j'essaie d'imaginer ce que pensent les gens, je vois des fois de la compassion, je pense, quelquefois de l'admiration, de pouvoir me battre et de pouvoir essayer d'assumer ça au quotidien. Et puis des fois, je pense de l'incompréhension. Je pense que les gens ne connaissent pas encore les cicatrices que représentent les brûlures. Donc ils l'apprennent sur mon corps aussi, ce qui amène ces regards. Vous racontez une anecdote, un jour vous êtes au restaurant, il y a un monsieur qui vous fixe, ouais, et vous vous levez. Dans toute mon impulsivité. Qu'est-ce que vous lui dites? En fait, je lui dis simplement que ce monsieur, à ce moment-là, malheureusement pour lui, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le 50e regard que j'ai de la journée. Il a pris pour les autres. Il a un peu pris pour les autres, c'est mais ça que ça veut dire, ouais. Il me dévisage aussi. Et donc, du coup, je me lève dans toute mon impulsivité et je lui dis que voilà, s'il a une question à me poser, il peut me la poser, que je sais que je suis différente, mais qu'en l'occurrence, là, c'est vraiment pesant. Et du coup, ce monsieur, quand je lui dis ça, il reconnecte avec la réalité et il me dit mais je suis désolée. Donc il se confond en excuses et il me dit en fait c'est juste que ma nièce, elle est à l'hôpital dans le coma, elle est brûlée et je me demandais si à son réveil elle serait aussi jolie que vous. Donc évidemment ce jour-là, moi je prends la claque de ma vie parce que je me dis tout ce que tu pensais comprendre à travers le regard des gens, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est à travers ton prisme. Exactement, toujours, voilà. C'est à travers ses propres complexes, encore une fois. Voilà, et on partage l'expérience de Julie Bourges ce matin, qui publie Chaque jour compte aux éditions Marabout. C'est un agenda, livre perso, il y a énormément de choses. C'est à remplir aussi, il y a du boulot à faire vous-même. Julie, si vous deviez par exemple dîner avec une star ou quelqu'un que vous aimeriez rencontrer, à part Tariq, vous dîneriez avec qui? Tariq, non, je rigole. Non, là, comme ça, je dirais Winnie Arlo. C'est la mannequin atteinte de vitiligo qui avait bossé pour Desigual. Elle est trop stylée, cette meuf. Ouais. Et ça a été une de mes inspirations, évidemment, au moment de me lancer sur les réseaux. Donc, ouais, je dirais elle. Vous avez longtemps cru que votre différence était votre force et vous avez mis du temps à comprendre que c'est votre force qui avait fait la différence. Ouais. C'est-à-dire, j'adore cette punchline. Elle est bien, hein? Ouais. J'en suis très fière. Je l'ai pensée sous la douche à un moment. Elle est venue comme c'est ça. Incroyable. Non, pourquoi? Parce que c'est... Souvent, tout le monde dit, voilà, de dictionnaire, mais t'es forte en fait. Ouais. Non, mais en fait, cette citation, elle veut simplement dire que j'ai longtemps pensé que mon accident me définissait et qu'on me suivait parce que j'avais eu cet accident. Et ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que mon accident, il avait cet impact-là sur ma vie parce que j'avais décidé de ne pas le voir comme une fatalité et d'en faire quelque chose de positif et de surtout prendre de ce que cet accident et ce drame m'ont appris pour le transmettre aux autres. Mais en fait, ça, il y a une part de destin, peut-être, mais il y a une part de choix aussi, et c'est le choix de la vie.
Tariq qui réalise l'émission vous suit. Tariq, pourquoi est-ce que tu suis Julie, dis-moi? Non, mais je suis tombé sur son Instagram par hasard. Tu m'entends là? Ouais, vas-y, il faut parler. Instagram par hasard en scrollant. Et en fait, je crois que la première vidéo que je vois, en fait, ton sourire, il m'a tout de suite interpellé. Et j'ai dit, attends, faut que je regarde cette nana qui a ça sur le corps, mais comment elle le vit au quotidien. Et j'ai tout scrollé. Et je trouvais que ton sourire sur toutes les vidéos, il donnait un espèce de message de hey, les mecs, la vie, c'est cool en fait, quoi. Et la vie, elle est belle, quoi. Et je trouvais que toutes les activités qu'elle fait et qu'elle montre tous ces trucs, je trouvais que c'était juste incroyable. Et le contenu, il est vraiment cool. Vraiment cool. Et ça fait du bien, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de montrer, hein, Julie. Exactement. Ouais, et ça fait du bien. Et on n'est pas. Et en fait, il n'y a pas ce truc de gêne de regarder. Ouais. C'est vraiment hyper agréable. T'es pas voyeur, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est pas voyeur. C'était vraiment le message qui était derrière tout ça, en fait. Ce que tu voulais nous dire, ce que tu essayais de dire, et je trouvais ça hyper touchant. Et moi, ça m'a touché et j'ai scrollé en permanence. Trop bien, merci. Ça me touche. Ça va un dîner. Au moins un McDo. Au moins un McDo, ouais. Ah, mais, carrément. Au moins un menu maxi best-of. Au moins. Vous dites que les réseaux, c'est votre thérapie. Ouais. D'une certaine façon, alors que bon, ouais, c'est très décrié finalement les réseaux. Bon, vous admettez que vous y passez quand même beaucoup de temps. Oui, je l'ai admis. Hein, Faut être honnête. Ouais. Mais sans les réseaux, vous seriez peut-être pas là aujourd'hui pour en parler, et peut-être que la reconstruction aurait été plus longue ou pas la même. Ouais, exactement. Bah, les réseaux, c'est ma thérapie parce qu'ils m'ont permis de libérer ma voix. En fait, quand on a un accident, on parle souvent de la victime, on parle très peu des accompagnants. Moi, je sais aujourd'hui que mes parents, ils ont autant souffert que moi de cet accident, de voir la prunelle de leurs yeux subir ce drame à travers les flammes. Et je les ai beaucoup protégés, mes parents, mes frères aussi, parce que je voulais qu'ils me voient comme quelqu'un de souriante, qui a envie de continuer sa vie, qui a envie de se battre pour eux, parce que eux, ils se sont battus pour moi pendant 3 mois quand mon pronostic vital était engagé. Ils ont fait des allers-retours tous les jours, comme je le disais. Mon père a écrit un journal. Leur amour, il a été inconditionnel, donc je les ai beaucoup protégés. Il y a juste eu un moment où j'ai eu besoin de libérer ma voix, donc d'écrire à des gens sans forcément que mes parents le sachent. Donc en fait, c'est pour ça 12 février à la base et pas Julie Bourges. C'est un moyen de rester un petit peu anonyme vis-à-vis de mes proches. Et ça, le fait d'écrire et de parler à des gens de ce qui m'était arrivé, ça a été une vraie thérapie. Peut-être même plus qu'avec un suivi psychologique. Alors, vous dites, votre famille, hein, ça a été la colonne vertébrale de votre résurrection, et vos amis aussi. Hein. Ah ouais. Bah, c'est votre famille aussi. Ouais, mes amis, c'est la famille, mais c'est surtout... j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon accident, j'étais en première, donc j'étais au lycée, et il fallait que je retourne au lycée pour passer mon bac en terminale. Et si j'avais pas eu le soutien de mes amis de cette manière-là, j'y serais peut-être jamais retournée. Et c'est dingue. Eux aussi, ils ont fait preuve, franchement, d'une amitié et d'un amour qui est ouf. J'ai jamais eu de harcèlement. Tout le monde savait ce qui m'était arrivé. Et quand je suis revenue au lycée, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Et je pense que ça, c'est une vraie chance. Alors, vous êtes brûlé sur 40% du corps et marqué sur quasiment 60%. Vous êtes un moment caché. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Beaucoup caché. Ouais. Qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, du fait que vous avez décidé de montrer ? C'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. C'est quoi le déclic ? Alors, il y a le déclic, on dit que c'est un voyage en Espagne, en Andalousie. Bon, ça, c'est peut-être du storytelling. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est bon voilà. En vrai, je pense que je m'autorise... il y a ce voyage en Andalousie, il a vraiment eu sa part du truc parce que j'ai quand même fait face à des gens qui étaient vraiment ouverts d'esprit et qui m'ont fait voir un petit peu mes cicatrices autrement. Au-delà de ça, je pense que le fait de partager sur les réseaux sociaux, en fait, je m'autorise à partager des photos sur les réseaux, genre en t-shirt par exemple, protégé derrière un écran, alors que dans la rue, je le fais pas encore. Et quand je poste ces photos-là et que j'ai des retours bienveillants et positifs, il y a ce premier déclic de me dire, attends, en fait, si sur Instagram, si sur les réseaux, tu as des retours autant positifs, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de le faire dans la rue ? Et au-delà encore de ça, ce qui m'a permis de continuer à le faire au-delà du déclic, c'est que avec cette pseudo-notoriété sur Instagram et les gens qui me suivaient, en fait, je savais plus si les gens ils me regardaient parce qu'ils m'avaient reconnu comme 12 février ou s'ils me regardaient parce que j'étais brûlée. Et ça m'a aidé à aller de l'avant. Et donc là, vous ressortez les t-shirts, les jupes. Qui étaient restés au placard pendant 5 ans. Vous parlez finalement ce que c'est d'avoir à se mettre en maillot de bain. La difficulté que ça représente, déjà de trouver une marque de maillot de bain. Enfin... C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Se mettre en maillot de bain, en plus, moi, je vivais sur la Côte d'Azur à ce moment-là, c'est compliqué. Hein. C'est très, très dur.
Et d'ailleurs, je me suis privée de plage, je pense, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, en vivant sur la Côte d'Azur, j'ai plus refait une plage publique. Je sais même pas si je le ferai encore là, de suite, là, sur la Côte d'Azur. Je sais pas. Je me pose la question. Parce que c'est chez vous? Parce que c'est... Ouais, je pense qu'il y a une part psychologique un petit peu. Et vous avez décidé de vous faire tatouer un palmier. Pourquoi un palmier? Un palmier? Ouais. Je pensais que vous alliez parler du phénix. C'était quoi? Oui, le phénix après. Ah, ok. Le palmier, c'est un tatouage que j'ai fait en commun avec ma meilleure amie, justement sur ce road trip en Espagne dont on parlait, en Andalousie, où j'ai mis mes premiers shorts, mes premières robes. Et pourquoi le palmier? Parce que c'est un peu l'explosion, la floraison. Et du coup, il y en avait plein en Espagne et on s'est dit que c'était cool de faire ça avec ma meilleure pote. Et qui sont les phénix et pourquoi le phénix? Pourquoi le phénix? Le phénix, c'est l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Et ma maman, elle était fan de Marvel, des X-Men et plus potentiellement de Jean Grey, donc le phénix noir. Et elle a passé son enfance, ma mère, à dessiner son héroïne, Jean Grey, à travers les flammes. Donc est-ce qu'elle me dessinait pas moi finalement, on saura jamais. Est-ce qu'elle n'était pas en train de se préparer au futur? C'est quand même dingue cette histoire. Et du coup forcément quand je suis sortie de l'hôpital, ma mère assez naturellement elle m'a appelé mon petit phénix. Et je trouvais ça cool de me dire, de voir une autre signification à ce qui m'était arrivé en me disant bah tu renais de tes cendres quoi. Dans votre livre, ça c'est un livre qui fait du bien en fait. Vous voulez partager et expliquer aux gens que faut arrêter de se plaindre quoi. C'est la vie. Vous dites ça vaut la peine d'être vécu. Mais au moment où on traverse les épreuves, est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit? La vie vaut d'être vécue, ou il a fallu attendre un moment pour que vous commenciez à justement comprendre le sens de ce qui vous était arrivé et le sens de la vie? Non, bien sûr, tout n'est pas tout rose et tout n'est pas si facile. Il y a vraiment du temps avant de comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Et d'ailleurs, quand on est en plein milieu de ce drame, c'est peut-être la dernière chose à laquelle on pense, que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça, voilà. Donc ce livre, il est plutôt là pour rappeler que moi, de mon expérience, je peux le dire, la vie vaut la peine d'être vécue parce que j'ai décidé de choisir la vie. Ce livre, il est plutôt là pour rappeler que dans les moments sombres, il y a toujours une petite part de lumière, au moins une raison qui fait qu'on aime la vie. Et donc que c'est chouette de s'y rattacher. Et après, on se rend compte que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais c'était quoi la raison qui faisait que vous aimiez la vie? Vous, à ce moment-là, vous vous souvenez? Moi, ouais. À ce moment-là, à l'hôpital, ouais. Moi, c'est mes proches. Pour moi, à ce moment-là, ce qui fait que j'aime la vie, c'est le fait d'être autant entouré. C'est à ça que je me raccroche. En vrai, si mes proches ne sont pas autant là, je ne sais pas si je suis là aujourd'hui. Pour moi, c'est l'essence même, c'est mon moteur à ce moment-là pour me dire il faut que tu fasses tes séances de kiné, il faut que tu essaies de remanger, il faut que tu t'accroches. C'est pour eux. C'est eux qui font les allers-retours tous les jours, 3 heures de route pour me voir 10 minutes. C'est incroyable. On pense jamais à l'entourage, on parle peu de l'entourage. On n'en parle pas du tout et c'est pour ça que je tenais vraiment à appuyer là-dessus. Vous expliquez que ça sert à rien d'attendre qu'il nous arrive une épreuve pour comprendre que la vie est belle aussi. Ouais. Ça, c'est pour tous ceux qui se plaignent tous les jours, qui trouvent toujours que ça va pas. Alors qu'en fait, ça va. On peut toujours trouver la raison qui fait que ça va. En fait, t'as pas besoin d'attendre de frôler la mort pour te rendre compte de l'importance de ta vie. C'est juste ça. La vie, elle est fragile. Elle peut basculer à tout moment. Vas-y, attends pas demain, en fait. Vas-y, attends pas demain. Saisis tes opportunités. Et si moi, je l'ai fait à 16 ans, c'est la phrase la plus bateau du monde, mais je peux la répéter. Si à 16 ans, franchement, bandé de la tête aux pieds, sondé de partout avec des trachéos, genre... Si moi, là, maintenant, je suis là, au micro de cette radio, qui ne peut pas le faire? Alors, il y a le sport aussi, qui vous a aidé. Bah ouais, forcément. Le sport, c'est un moteur de ouf. C'est incroyable. J'étais gymnaste, en fait, au moment où ça m'est arrivé. Et je pense que le sport, il a joué pas mal son rôle. Pourquoi? Bon, déjà, quand on est gymnaste, c'est pas trop normal d'être sur une poutre qui fait 13 cm et de faire des trucs de fou dessus. Et en fait, en gym, on nous apprend très très vite que si on tombe de cette poutre, il faut se relever. Donc moi, j'ai été éduquée dans ce tempérament-là de tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Elle a dur, parce que ça fait mal. Oui, elle a dur, elle a très très dur, c'est dur la gym. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu la mémoire musculaire aussi. En fait, c'est le truc le plus basique du monde, mais en fait, j'ai perdu beaucoup de muscles et beaucoup de poids pendant le coma artificiel. Et le fait d'avoir eu un corps musclé avant, ça m'a permis de le récupérer quand même très très vite. Et donc ça a accéléré tout le processus de rééducation. Vous avez recommencé le sport à quel moment? Bah, en fait, j'ai eu mon accident en février. Mon chirurgien, il m'avait dit en 2016, donc 3 ans après, il m'avait dit tu pourras refaire la gym comme tu faisais avant. Et la vérité, c'est qu'en septembre 2013, donc quelques mois après seulement l'accident, j'étais déjà de retour sur le praticable de gymnastique. Oui, colonne vertébrale en fait. Vraiment. Et aujourd'hui, vous donnez des cours? Non, mais j'en ai donné. Aujourd'hui, j'ai arrêté la gym parce que je suis un peu vieille maintenant.
Ça fracasse la Ah oui, c'est pas un sport. Non, moi j'ai cru que Nadia Comaneci, elle était allée jusqu'à presque 40 ans, non? Nadia Comaneci? Ouais, non. Ah, bonne question. Je sais pas à quel âge elle s'est arrêtée. Au moins 30 ans. En tout plus cas, de 30 ans, ouais. aujourd'hui, la gymnaste roumaine. Ouais, elle était incroyable. Ouais. Mais aujourd'hui, si on prend même les Shawn Johnson qui ont fait des médailles olympiques et qui étaient absolument incroyables, je crois qu'elles ont arrêté dans les alentours de 23-24 ans. La carrière d'une gymnaste, elle commence à redescendre à ce moment-là. On va dire l'épopée, elle est genre à 17-18 ans. On est venu vous chercher pour faire votre livre? Oui, on est venu chercher. Et on m'a demandé à la base de faire mon autobiographie. Et j'ai refusé. Pourquoi? Vous n'aviez pas envie de faire pleurer dans les chaumières ou... Bon, dans tous les cas, même si je sors mon autobiographie, je ferai jamais pleurer dans les chaumières. Ouais. Il y a toujours un message positif. Mais je pense que j'ai pas encore le recul nécessaire pour faire une autobiographie. J'attends d'avoir la maturité qu'il faut. Donc vous avez dit non? J'ai dit non. J'ai dit on peut faire autre chose. On peut réfléchir à autre chose. On peut faire du bien aux gens. C'est comme ça qu'est né ce livre d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire tout le récit de mon histoire. Mais bien qu'on y retrouve quand même beaucoup de parts de mon histoire dedans. Il y a votre histoire. Il y a mon histoire dedans. Il y a votre histoire. Il y a des histoires. Elle est dynamisée, on va dire. Ouais, il y a votre. Mais c'est pas votre biographie. Ouais, exactement. Et vous avez dit non, donc ils ont accepté le nom. Ouais, ils ont accepté le nom. Ils ont été très très compréhensifs. Ça c'est cool. Et ils m'ont laissé faire un petit peu l'objet. Je pense que j'aurais aimé avoir à l'hôpital. C'est un peu ça qu'ils ont fait. Moi, franchement, ce livre, je me revois à 16 ans à l'hôpital, on me l'offre et tous les jours, j'ai une citation, un texte qui fait du bien, un exercice à faire. Il y a plein de trucs en fait et je me dis, ce livre, franchement, il fait du bien. Voilà, Julie Bourges est notre invitée ce matin à l'occasion de la sortie de Chaque jour compte aux éditions Marabout. C'est votre agenda de l'année. Voilà, de janvier à décembre. Vous vous êtes posé des questions après votre accident où votre costume de carnaval avait pris feu. Vous dites, est-ce que je vais retrouver un jour l'amour? Comment est-ce que vous avez répondu à cette question? Vous dites, mais est-ce que je serai à nouveau désirable et aimé? C'était exactement la question que je me suis posée parce qu'encore une fois, c'est très dur quand du jour au lendemain, le corps qu'on connaissait n'est plus et est totalement différent. Moi, je le répète, j'ai appris ce que c'était que les brûlures sur mon corps, donc c'est très compliqué. Et forcément, dans le regard d'un homme, en fait, étant donné que moi, j'ai du mal à me regarder, je me dis, mais comment est-ce qu'un homme va me regarder ? Et du coup, pendant 2 ans, je suis restée sans personne parce que je refusais l'image que moi-même je renvoyais dans le miroir. Donc c'était compliqué. C'est compliqué. Ouais. La première relation que j'ai eue, et puis même, en fait, avant même de parler de cette première relation, je suis au lycée, j'ai des potes qui me disent, si t'étais pas brûlé quand même. C'est dur quand on a 16 ans. De prendre ça dans la tronche. Mais les ados, c'est pas facile. Non, mais les ados sont sans filtre. Hein. Les ados sont sans filtre. Les adultes sont beaucoup plus, voilà. Non, mais les ados focus en fait dans tous les cas dans l'enveloppe physique à la base. Quand on grandit, c'est différent. On s'intéresse à d'autres choses aussi. Ouais. À l'adolescence. Qu'est-ce que vous répondiez à ça? Ma foi. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais même plus ce que j'ai répondu. Je pense que je prenais vraiment un petit peu des coups de couteau dans le cœur, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand on sait qu'avant, on était plus désirable, entre guillemets. Là, je me sentais moins désirable ou pas désirée, mais ça venait aussi de moi-même. C'est une époque où je me couvre énormément, où je mets énormément de maquillage pour cacher mes cicatrices, et puis de toute façon, je suis même pas dans cette démarche d'aller trouver l'amour. Et quand l'amour, finalement, frappe un petit peu à ma porte 2 ans après, j'attends malheureusement, en fait, cette relation, elle mène à quelque chose de pas très ouf. Pourquoi? Parce que j'ai attendu de cet homme qu'il comble toutes mes failles. Tout mon manque de confiance. Et puis on est jeune à ce moment-là. Moi j'ai 18 ans, lui il en a 22. On peut pas attendre non plus d'un jeune homme de 22 ans qu'il comble toutes les failles laissées par ce drame. Donc ça a amené à quelque chose de pas très sympa, parce qu'en fait le peu de manque que j'ai, le peu de confiance en moi que j'ai à ce moment-là, je lui donne un petit peu dans les mains et je lui dis débrouille-toi avec ça. Et comment vous vous êtes réconcilié avec votre corps, votre enveloppe? Franchement, avec le temps, je pense déjà. Avec le temps, et puis en comprenant surtout que je pouvais pas attendre d'un homme qu'il comble toutes mes failles, et que toutes ces failles, c'était à moi de les combler. Ce qui est vrai pour tout le monde, ça. Hein. Ce qui est vrai pour tout le monde. Pas attendre de l'autre qui comble tous nos manques. Voilà. Donc petit à petit, j'ai réappris. En fait, c'était à moi de réappréhender ce corps-là. Donc que ce soit par le sport, par le voyage, par les sorties, et puis réassumer des tenues que j'osais plus mettre, surmonter le regard des gens. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais c'est comme ça que petit à petit, j'ai reconstruit avec mon image. Vous vous êtes posé la même question sur la vie professionnelle. Vous vous êtes demandé si vous pourriez trouver
un boulot. C'est pour ça que vous êtes devenue entrepreneuse, pour ne pas avoir à affronter les entretiens d'embauche ou les J'en regards. ai fait quand même, j'en ai fait. Ouais. J'ai été saisonnière en station de ski pendant 4 ans. Après, j'ai fait plein de petits tafs à côté, de la mise en rayon, caissière, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Non, j'ai toujours fait. J'ai fait quand même, mais c'est juste qu'effectivement, par rapport à l'école de commerce que je voulais faire et bosser dans le luxe, je me suis vraiment posé la question de mais qui va vouloir d'une grande brûlée pour représenter une marque de luxe? Ça, c'était compliqué. Et finalement, là, aujourd'hui, j'ai créé le métier qui réunit toutes mes passions. C'est un métier passion d'être créatrice de contenu, d'être entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai ma société. Et finalement, ce qui est assez dingue, c'est que maintenant, je bosse avec des marques de luxe, des fois même, qui viennent me chercher sans avoir fait une école de commerce. Donc finalement, la boucle se boucle assez naturellement. Vous êtes inventé finalement la vie qui collait à vous, à ce que vous étiez. Ouais, et puis en plus de ça, moi je suis un petit peu un caméléon, je m'adapte à plein de situations, je fais beaucoup de choses, j'ai testé 1000 sports dans ma vie, j'aime plein de trucs en fait. Je suis une multi-passionnée et du coup d'avoir ce métier-là et de pouvoir le créer comme j'ai envie, c'est chouette aussi. Qu'est-ce qui est écrit sur le post-it qui est sur le miroir de votre salle de bain, Julie? Je suis capable. C'est vrai? Ouais. Et vous écrirez quoi? Sur le post-it? Ouais. Rajoute un peu de lumière. C'est pas mal. Rajoute un peu de lumière. Parce que le matin, en fait, ce qui est compliqué, c'est pour se raser, en fait. Et on se rend compte que en fait, la salle de bain doit être très bien éclairée. Ouais, mais c'est à double. Il est pas mal ce post-it. Ça peut être rajoute un peu de lumière dans ta vie aussi. Elle a double signification. Vous voulez qu'on en parle? On peut en parler. On le mettra sur le livre. Vous changez les messages sur le post-it? C'est quoi l'utilité d'avoir un post-it sur son miroir? En fait, on fait pas trop attention à notre première pensée le matin, alors qu'elle définit le reste de notre journée. Donc c'est chouette d'avoir un petit post-it sur son miroir et de se rappeler le message qu'on a envie de se rappeler. Ça peut être n'importe quoi. Je suis aimée, je suis capable, je suis reconnaissante. De quoi on est reconnaissant? Et ça change un petit peu sa manière de penser pour le reste de la journée. Et franchement, ça aide. Alors, votre combat aujourd'hui, c'est de rendre visible, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la différence. Par quoi ça passe, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus visible ou ça reste quand même quelque chose d'impossible? Non, les réseaux ont beaucoup changé les choses, moi, je trouve. Les réseaux ont beaucoup changé les choses. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, quand on voit des marques, quel genre d'égérie elles vont chercher. Moi, je pense qu'en 2013, vraiment, c'était impensable que, par exemple, j'en sais rien, une marque de luxe ou de parfum, par exemple, vienne chercher une grande brûlée pour la représenter. Il y a 10 ans, franchement, c'était rare. Aujourd'hui, maintenant, ça devient quelque chose d'un peu plus cohérent. Ou même de voir plein de morphologies différentes dans les magasins, sur les mannequins. Il y a eu il y a une vraie prise de parole, notamment grâce au mouvement du body positive, etc. L'acceptation est devenue maître mot même des réseaux sociaux et ça a fait bouger les choses. C'est en train de faire bouger les choses. Mais qu'est-ce qui pourrait faire encore plus bouger les choses pour justement que ce qu'on voit, ça ressemble plus à la société d'aujourd'hui et finalement travailler sur l'acceptation? Je pense qu'il y a plein de choses, il y a encore plein de choses à faire, que ce soit dans les télés, sur les plateaux, les présentatrices, les présentateurs. Ça peut être dans les campagnes d'affichage, dans la rue. Est-ce que la télé encore ressemble à la société d'aujourd'hui ou pas du tout? Non, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a encore à faire quand on voit les gens dans la rue et les gens sur les médias, que ce soit à la télé ou... Ils sont différents. Les gens de la télé sont différents. Moi, je trouve, vous trouvez pas? Ouais. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de représentation encore. Et c'est ça souvent que je dis aux gens sur les réseaux sociaux qui complexent et tout. Je leur dis, mais en fait, vous ouvrez des magazines, vous regardez la télé et tout, c'est cool. Mais ouvrez les yeux dans la rue et vous verrez que franchement, la différence, elle est de partout. Il y a l'unicité, elle est incroyable. Non, les gens dans la rue, ils sont pas à la télé. Enfin, ils sont pas tous. Non. Les gens à la télé, ils sont castés et chacun occupe un rôle bien précis. Bien précis. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, je pense. C'est ça qu'on pourrait aller chercher un peu plus. Ça serait quoi le job de votre rêve, d'ailleurs, de vos rêves? Le job de mes rêves? Ouais, aujourd'hui, ouais. Moi, personnellement, ce que j'aimerais faire maintenant, là, c'est... pourquoi pas déjà avoir une émission de télé, en vrai, ça serait cool. De pouvoir mettre en avant les histoires des gens à la télé. De vraies histoires, je veux dire. Et en étant moi-même différente, ça serait incroyable. Maintenant, j'aimerais bien avoir ma marque de cosmétiques. Mais une marque de cosmétiques qui cible toutes les atopicités de peau. Les atopicités. L'eczéma, le psoriasis, les brûlures. Il y a trop à faire en fait et je trouve qu'aujourd'hui on est encore sur des formats de cosmétiques qui sont assez médicalisés. On est sur des packagings qui sont très blancs, qui font pas encore plaisir à mettre et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et il n'existe pas de crème pour les grands brûlés d'ailleurs. C'est ça, vous en êtes rendu compte que finalement, parce qu'il y a beaucoup de trucs beauté dans votre agenda. Ouais, bien sûr. Il y a rien du tout pour les... Non. Il y a pas les... En fait...
étant donné que c'est un sujet qui n'est pas démocratisé, c'est un cercle vicieux, hein, le sujet n'est pas démocratisé, quand on est brûlé, du coup, vu qu'on ne se sent pas représenté, on va se cacher naturellement pour fuir le regard des gens. Du coup, la société se dit que les brûlés sont quantité négligeable parce qu'on ne les voit pas, et donc personne va se dire il faut faire une crème pour les grands brûlés parce que ça ne fera pas de bise, en gros. Bon, là, s'il y a un laboratoire qui nous écoute, hein, il y a du boulot. Comment faites-vous pour avoir tellement confiance en vous ? Le temps, le partage, encore une fois, l'amour de la vie et encore une fois, dire qu'il y a de la sincérité. En fait, c'est pas facile tous les jours. J'ai confiance en moi, mais bien sûr qu'il y a des fois où je me dis aujourd'hui, je sais pas, flemme de prendre le métro en heure de pointe en t-shirt, quoi. Tu vois, des fois, c'est plus facile de dire aujourd'hui, je mets un manche longue parce que j'ai pas envie, mais c'est ce que je dis souvent, c'est normal en fait. L'acceptation, c'est pas constant, c'est par phase. On a tous, même sans parler de brûlure ou de différence, hein, on a tous le matin, on va se réveiller en mode aujourd'hui j'ai une sale gueule. C'est comme ça arrive à tout le monde. Et dire que l'acceptation n'est pas constante, mais que c'est un chemin qui en vaut la peine, ça c'est chouette. Il y a des photos dans votre livre, vous acceptez de poser et de montrer vos brûlures. Ça s'est fait tout de suite, l'acceptation par les photos, ce qui est quand même assez dingue, c'est que je me suis très souvent sentie protégée par un écran et donc sentie capable de me dénuder, de montrer mes cicatrices. Oui, de montrer vos cicatrices, c'est ça qu'il faut expliquer. De montrer mes cicatrices à travers un écran, je me sentais plus apte à le faire que dans la rue. Et en même temps, du coup, ça m'a permis de petit à petit le faire. Ouais. Mais j'aimais bien le fait de poser et puis de montrer que par le biais d'une belle photo, en fait, les cicatrices peuvent être démontrées comme de l'art, quoi. C'est les marques du feu aussi. En fait, quand on y pense, c'est beau, c'est artistique. Il y a d'autres choses à montrer, je pense, à travers la photo. Une forme d'œuvre d'art, finalement. Ouais, carrément. Moi, je peux pas dire ça. C'est pas moi de le dire. Mais... Non, mais il y a des artistes vivantes qui ont fait qui ont fait de leur corps une œuvre. Absolument. Quelle est la partie la plus sombre de votre combat ? Vous en parlez de ça ? Parce que vous l'évoquez un petit peu dans votre livre, mais vous développez pas. Non, je le ferai peut-être dans mon autobiographie, du coup. La partie sombre, c'est ces heures où je me demandais si, justement, la vie, elle valait encore la peine d'être vécue. C'est ces heures-là où je me dis, est-ce que ces cachets qui sont sur la table, est-ce que ça vaut le coup de les prendre ? Est-ce que ça vaut le coup, là, que je me batte encore ? C'est ça, les heures sombres. Les heures sombres, c'est se regarder dans le miroir et frapper dans le miroir et casser la vitre et avoir la main en sang. Ça, c'est les heures sombres. C'est les heures où on se dit... je trouverai pas le courage d'y aller. Je refuse ce qui m'est arrivé. Les heures sombres, c'est aussi en vouloir à la vie. Tu vois, te dire mais pourquoi ? En fait, les heures sombres, c'est pourquoi moi ? C'est se questionner sur le pourquoi ça m'est arrivé. C'est d'abord la première phase, c'est de dire mais pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé ? Bien sûr. Moi, j'ai trouvé ça mais même encore aujourd'hui, même injuste. Si ça fait 10 ans, moi je trouve ça un peu injuste encore. Je me dis quand même, la meuf elle a pris feu quoi. C'est fort quand même. C'est fort et je me suis toujours dit en plus quand j'avais 16 ans, je me disais mais j'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours été souriante, j'ai jamais harcelé, j'ai jamais fait des choses négatives. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse. Si ça m'est arrivé à moi, c'est pour aider les autres, c'est pour transmettre. Mais ça met du temps à comprendre. Et quand on n'a pas la réponse, les heures sombres, elles sont là à mon sens. C'est un plaisir de vous écouter parler, réécouter cette émission, le matin, les jours où vous en avez marre de la vie, justement, où vous trouvez que c'est trop dur de se lever. Julie Bourges, votre premier livre s'appelle Chaque jour compte chez Marabout. Alors c'est un livre conceptuel, il y a beaucoup plein de choses. Il y a du sport, il y a de la beauté, il y a des punchlines, il y a vos citations préférées. C'est ça. Il y a de la lumière, il y a beaucoup de lumière. Il y a à manger aussi. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir que de vous écouter. Vous réécouterez cette émission en podcast et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.